Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Forum des images. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Zoom sur. C'est le numéro 22 et ça sera le tout dernier de cette saison. Et on relancera une nouvelle saison de Zoom sur à partir de septembre. On adaptera à la nouvelle période puisque nous serons vraisemblablement déconfinés. Et pour ce dernier numéro, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Borgia. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Frédéric, vous êtes le directeur de l'Institut Jean Vigo, donc on est sous le patronage aussi d'un autre immense grand cinéaste poète, donc l'Institut Jean Vigo qui se trouve à Perpignan. C'est bien, donc nous sommes internationaux ce soir, entre Perpignan et Paris. Donc bienvenue ici et la réalisation de ce Zoom sur est faite par Sébastien Garcia, et à la modération, nous avons Pauline Beauté, donc je le remercie d'ores et déjà de leur collaboration. Et n'oubliez pas, vous, public, vous pourrez, à la fin de cet échange, évidemment, on pourra avoir un petit question-réponse, vous pourrez poser des questions, faire vos remarques, tout ce que vous voudrez lié à Marcel Pagnol, puisque c'est de lui dont nous allons parler ce soir. Marcel Pagnol, et plus précisément le Spoons de Marcel Pagnol. Donc Frédéric, je vous laisse la parole et à tout à l'heure pour un petit échange après votre analyse. Merci, merci Fabien. Hop, je démarre un petit peu mon PowerPoint. Donc ce choix du Spoons et de Pagnol marque un peu le désir de remettre à l'ordre du jour le cinéma de Marcel Pagnol, non pas qu'il ne soit pas reconnu aujourd'hui, mais que de tout temps, il y ait eu peut-être un malentendu sur le cinéaste Marcel Pagnol. Donc Marcel Pagnol est célèbre. Il est reconnu comme un grand homme de lettres, tout sauf cinéaste. Voilà, écrivain, dramaturge, romancier, producteur, distributeur. Cinéaste, ça va un petit peu coincer, en tout cas à une certaine époque. Pour preuve, les premières lignes de l'anthologie du cinéma, anthologie numéro 88, consacrée au cinéaste en 1976 par l'un de ses fidèles admirateurs, Pierre Le Prohan, qui a aussi écrit sur Chaplin, eh bien, il commence son texte comme ça. Marcel Pagnol a sa place parmi les grands créateurs du cinéma français. Peut-on dire pour autant qu'il fut un grand cinéaste ? Poète, dramaturge, romancier, il s'est servi du cinéma comme moyen d'expression le plus apte à diffuser largement sa pensée, plus simplement à conter des histoires. Donc Marcel Pagnol serait donc un artiste populaire. André Bazin dit qu'avec La Fontaine, Cocteau et Sartre, il complète l'Académie française idéale de l'Américain moyen, reconnu par ses pairs, touche-à-tout de génie, un grand conteur qui se serait servi du cinéma et peut-être ne l'aurait pas servi. Il faut dire qu'il donne volontiers le bâton pour se faire battre, ayant lui-même dit que le cinéma était un art mineur et en s'auto-proclamant champion du théâtre filmé. Quelques exemples de ce mépris critique de l'époque. Pour François Vineuil, dans Je suis partout, en 1937, l'auteur de Regain ignore tout du cinéma. Il place un formidable haut-parleur derrière une lanterne magique, débitant une kyrielle de petits tableaux mal liés et d'une photographie blafarde. L'encyclopédie du cinéma Bordas, en 1966, bien que lui reconnaissant un incontestable talent très particulier, on le verra dans l'extrait peut-être un talent caché, remarque malheureusement que l'art cinématographique en est totalement absent. Il reste un texte que l'on peut goûter aussi bien par la lecture, par l'audition du disque ou par une représentation sur scène. La nature du plaisir qu'on y prend est exactement la même. Donc Marcel Pagnol serait donc ce monsieur Jourdain qui ferait du cinéma sans le savoir, comme le dit l'encyclopédie du cinéma. Pour en finir avec ces attaques, la mise en scène chez Pagnol serait rudimentaire, la réalisation indigente et le dialogue gratuit et inutile. Pire, pour Émile Villermoz,
il est impossible d'appliquer à une réalisation de ce genre la jurisprudence constante de la critique cinématographique. Donc, il y a bien un problème sur Pagnol, cinéaste. Heureusement, de notre côté, André Bazin, dans un superbe texte intitulé justement « Le cas Pagnol », Élie Faure et de nombreux admirateurs issus ou proches des cahiers du cinéma apporteront des contributions beaucoup plus favorables. Le Monde, au moment de La femme du boulanger, parle de la terrible supériorité du cinéma sur le théâtre. Car c'est bien là le point central du débat sur le cinéma de Marcel Pagnol, la relation théâtre et cinéma. Comment l'un, le cinéma, se nourrit de l'autre, le théâtre, et, je l'espère, nous l'espérons tous, le dépasse. Et il n'est pas étonnant dès lors que le numéro des cahiers du cinéma en décembre 65, consacré presque entièrement à Sacha Guitry et à Marcel Pagnol, porte en exergue une citation d'André Bazin. Plus le cinéma se proposera d'être fidèle au texte, à ses exigences théâtrales, plus nécessairement il devra approfondir son propre langage. Donc, lorsqu'il découvre le cinéma, Marcel Pagnol est tout de suite conquis, tellement impressionné qu'il va fonder une revue de cinéma, les Cahiers du film. Il va se renseigner sur les méthodes, le fonctionnement de ce nouveau moyen d'expression et très vite en comprendre les possibilités, la richesse et en maîtriser ses techniques. Il n'évite pas la polémique au début des années 30 en attaquant le cinéma parlant du début des années 30, le considérant comme un cinéma sonore où l'on entend beaucoup plus les bruits de pas, les portes que les voix. Donc pour lui, le cinéma au début des années 30 n'est pas encore parlant. On voit bien que Pagnol est très exigeant envers le cinéma et envers lui-même. Donc ces années 30, Marcel Pagnol est extrêmement prolixe et il va réaliser pratiquement plus d'un film par an. J'ai quand même mis Marius et Fanny, que Marcel Pagnol accompagne, mais qu'il laisse réaliser par Alexandre Corda. Je pense qu'il pense qu'il n'est pas encore apte à prendre la réalisation d'un film. Et puis après, enchaîneront des chefs-d'œuvre comme Angèle, enfin bref, un film par an jusqu'à la fin des années 30. Donc, dès ses débuts du cinéma, Pagnol va appréhender le cinéma dans sa globalité, comme un art et une industrie. Il entrevoit les possibilités financières gigantesques, en comprend les rouages de la production à l'exploitation, en passant par la distribution, et reproduit ce qu'il a observé lors d'un de ses voyages aux États-Unis. Créer un petit Hollywood à Marseille. Et il va réussir parfaitement son pari. Très vite, et faire du cinéma pour Marcel Pagnol, c'est produire avec tout ce que cela induit. Créer ses studios, posséder ses propres camions de son, des laboratoires de développement du film et avoir une troupe autour de lui, comédiens et techniciens. Je cite Marcel Pagnol, « À l'époque, je faisais tout. Producteur, directeur des studios et des laboratoires, réalisateur, directeur des agences. Les studios, qu'ils tournent ou ne tournent pas, nous coûtaient la même chose, soit 1 500 000 francs par an. Alors, autant tourner, rentabiliser ces studios. Comédiens, techniciens, tous travaillent pour les studios Pagnol, histoire de maîtriser les aspects coûteux du cinématographe, mais aussi de se donner une liberté de travail, de temps, chose indispensable au cinéma de Marcel Pagnol. Il invente donc un petit Hollywood avec des comédiens et techniciens disponibles en permanence, surtout une absence de pression de rentabilité. Suzanne de Troyes, monteuse des films de Marcel Pagnol et script, raconte l'aventure, par exemple, du tournage d'Angèle. Ça n'avait aucun rapport avec le travail en studio à Paris. Avant de tourner Angèle, on a vécu dans la colline, dans une ferme que Pagnol avait achetée dans le Vallon. Alors, il a d'abord fallu aménager la ferme. Ce n'était pas du montage. Et puis, il a fallu aussi faire des routes parce que c'était un endroit isolé. La ferme était abandonnée depuis longtemps. Pagnol avait à l'époque un grand amour pour la dynamite. Alors, tous les jours, on dynamitait certains endroits où le rocher abritait des routes.
Ainsi, les endroits où nous voulions tourner devenaient accessibles. Il s'est bien passé 3 mois à faire des routes avant de tourner. Voilà le portrait d'un homme autant cinéaste qu'entrepreneur. Il peut stopper un tournage quelque temps sans problème. Pagnol se crée à travers ses studios les conditions idéales de création et de liberté. Avec ses méthodes de précurseur, il servira d'exemple à la nouvelle vague, entre autres. D'autres cinéastes français suivront un peu cet exemple vertueux de tout maîtriser dans la production, dans les conditions de production. Éric Rohmer avec les films du Losange, François Truffaut avec les films du Carrosse, et un peu plus tard, Paul Vecchiali et l'aventure Diagonale. Avec son système, Pagnol est en capacité d'aller vite quand il le faut et de prendre le temps lorsque c'est nécessaire. Venons-en au Sputz réalisé en 1937. Pagnol, en excellent producteur, désireux de réduire les coûts au minimum, va tourner 2 films en même temps, à savoir Regain et Le Sputz. Donc le film est tourné en 4 mois, enfin les 2 films sont tournés en 4-5 mois à Marseille et dans ses environs en 1937. Et les 2 films, réalisés simultanément, partagent une grande partie des acteurs, des figurants, des techniciens, pour des raisons techniques et budgétaires. Les tournages pouvaient alterner suivant la météo, la présence des comédiens ou des problèmes, des questions de décor. Dans une interview, Pagnol explique « J'ai écrit le Sputz au jour le jour, on tournait en même temps Regain, s'il faisait beau au village avec Regain, et le Sputz s'il pleuvait dans les studios. Avec la même troupe, les acteurs ne savaient jamais comment s'habiller et mélanger leurs textes. Le régisseur s'arrachait les cheveux, on n'y comprenait plus rien, nous nous amusions bien. » On voit bien que pour Pagnol, l'idée de la troupe, l'idée du plaisir du cinéma est très présente. Donc l'idée du Sputz est née au cours du tournage d'Angèle, effectué par le réalisateur 4 années auparavant. Lors des prises de vue extérieures, des curieux venus des villages alentours venaient assister au tournage. Parmi ces visiteurs réguliers, un jeune homme à la présentation modeste tentait de se faire passer pour une personne importante. Dès lors, le chef opérateur, qui avait compris son manège, le surnomma le Sputz. Ce technicien et son équipe lui firent miroiter une grande carrière d'acteur, allant même jusqu'à lui faire signer un contrat bidon. Informé de ce fait, Pagnol part de cette anecdote et va écrire un scénario pour celui qu'il trouve indispensable et primordial au film, Fernandel, acteur idéal pour jouer une situation comique tout en sachant rester émouvant. Donc le Sputz est un regard sur le cinéma, sur l'art, sur les comédiens, comme on en verra peu dans le cinéma français. J'ai envie de le resituer, de créer un lien avec 2 films de 1952, possédant des liens avec lui, Le Carrosse d'or de Jean Renoir et Les Feux de la rampe de Charlie Chaplin. Donc, place donc à l'extrait du Sputz, expression qui, semble-t-il, vient d'un collaborateur de Marcel Pagnol, d'origine russe, qui avait créé ce nom. Et j'ai choisi la séquence d'ouverture parce qu'elle résume le plaisir qu'a Pagnol à filmer des acteurs, par son rythme effréné, par le jeu de séduction avec le spectateur et par le pacte que Pagnol scelle avec lui. Bon extrait. L'extrait dure 7 minutes, je crois. À tout de suite. C'est toujours la même chose et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurai jamais rien. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Moi, j'étais à la messe. Je sais que c'est pas moi non plus. Alors, qui est-ce? C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants? Ah, naturellement, j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui.
Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais alors, à quoi ça sert que tu me le redis? Oh, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon arrière. Oh, que non. Bon à rien, mais ce serait encore trop dire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Je te saisis, je suis profondément blessé. Voilà. Voilà comme il est. Il fait des grimaces et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois étaient gonflés, ils étaient pleins de petits champignons verts, on les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien, il a vendu, lui, ce baril. Il est aveugle, M. Carbonnière? Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui. Lui? Oh, mais je sais ce qui lui a monté l'imagination à lui. Qu'est-ce que c'est? Tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, ici, sur cette table. Les anchois des tropiques, nous les aurions vus défiler tous les jours, jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicales de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pâté de foie, c'est celui que les clients te refusent parce qu'il a tourné. Et il est là, lui. Aigrement, lui, pour me nourrir. Moi, mais pas si bête, je mangerais plutôt de la mortora. Et son rôti de porc, il est avarié. Une personne l'a mangé de seule tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que c'est aujourd'hui. Parce que demain, il faudra peut-être dire c'était. Depuis cette tranche, elle est couchée. Et à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie tranchée. Adieu, Graziani. Oh, Irénée, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a 76 ans. Elle a pris une indigestion. Oh, mais il faudrait plus avoir de lunettes, plus d'odorat, plus de palais, pour s'offrir une indigestion de ce rondin malsain de viande ambulante. Et il en reste pour demain. Il faudrait l'attacher dans le plat, parce que cette nuit, il va s'en aller. Ce qu'il faut t'entendre. Mais Clarisse, laisse-le dire. L'exagération de sa critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente et j'en ai mangé par gourmandise. Oh, mais toi, tu as l'habitude. En ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es vacciné, fortifié, blindé. Il les avale, il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. C'est l'alambic des Borgia. Dis-moi, tu m'appelles alambic, gorancier. Irénée, tu sais que si l'oncle se met en colère... Il se met en colère, il va encore s'étouffer comme d'habitude. Et ça me fera de la peine. Parce que l'oncle, malgré sa sauvagerie envers moi, je l'aime beaucoup. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez encore des anchois des tropiques? Ah non, pour le moment, nous en manquons. Et quand c'est que vous en aurez? Ah, il faut le temps pour les faire. Dans 2 ou 3 mois, quand ils seront mûrs. Et je pourrais en trouver ailleurs? Impossible. Spécialité de la maison. Alors tant pis, merci quand même. Oui. Au revoir. Ah, monsieur. Bravo. Voilà une fière leçon pour toi. Admire cet enfant. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois qui moisissent sans rien dire. Eh bien, lui, de notre désastre, il fait une spécialité. Il crée un poisson nouveau, un poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Et il en fait une friandise inconnue. Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet au même épicier, à celui des Acates. Parce que ce paisible village, sa friandise va peut-être le dépeupler en 15 jours. Car le poisson nouveau va les empoisonner. Eh bien, c'est ça. Délivre-le. Reproche-lui son initiative. Casimir, je te félicite. Voilà 10 francs pour tes menus plaisirs. Et n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile. J'ai une envie terrible de me mettre en colère. Non, 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 tu vas t'étouffer. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que je m'étouffe une fois de plus quand j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu de Trafalgar, est-ce que c'est une chose imaginable, un individu qui ne veut pas travailler? Ah, pardon, je ne veux pas travailler dans l'épicerie. Quand je me vois dans cette boutique... Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Je te le dis pour la 500e fois. Et si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, ça me donne mal au cœur. De discuter sur la qualité des pommes de terre avec Madame Laurie Bouchon, qui veut toujours les payer 1 sou de moins, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça.
Et pourquoi es-tu né? Pour une autre carrière, parce que moi je suis sûr que j'ai un don. Oui, si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné, tu n'as pas dû te payer grand-chose. Je parle d'un don naturel, d'un don de naissance, d'un don de Dieu. Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de Dieu. En dehors de ton gros appétit, de ta paresse et de ta grande gueule, je me demande un peu ce que Dieu a bien pu te donner. Un talent caché. Bien caché. Moi, je sais ce que c'est. Si jamais tu le dis après les promesses que tu m'as faites, tu es un homme déshonoré. Je ne le dis pas. Je dis seulement que c'est vrai que tu as un talent caché et que moi, je le sais depuis longtemps. Et ça peut rapporter quelque chose, ce talent? Des millions, tout simplement. Des millions de quoi? De francs. Oh, folie des grandeurs, il ne manquait plus que ça. Tu ne me crois pas? Non, mais je le savais, ça. Tu sais combien il faut vendre de morues sèches pour arriver à gagner 1 million de francs? Non, et je ne veux pas le savoir. Mais moi, je gagnerai des millions parce que j'ai un don. Voilà. Bon, c'est toujours un immense plaisir de revoir cet extrait. J'espère que pour vous également. Donc j'en profite pour vous dire que le film a eu évidemment un immense succès. Et puisque je travaille dans une cinémathèque qui est la 3e collection de France d'affiches avec 60 000 affiches de cinéma, j'en profite pour vous montrer quelques-unes des affiches du Spoons. Donc l'affiche de Toé, la plus graphique au moment de sa sortie, et puis 2 affiches du grand affichiste Dubout, très différentes, puisque évidemment à l'époque il y avait vraiment plein d'affiches différentes qui correspondaient aux différents endroits des salles de cinéma. Donc celle-ci qui est assez différente, qui nous présente le Spoons d'une manière différente de celle de Toé. Et puis la panneau, comme on dit, puisque là, elle servait d'affiche à mettre devant les façades des cinémas. Puis une, enfin, un peu plus classique de Fernandel. Voilà donc pour ce début très rythmé et qui correspond à la méthode Pagnol, à savoir que pour la technique, Pagnol tient surtout à sauvegarder la liberté et la tranquillité d'esprit des acteurs. Il filme de longues scènes, 5 ou 6 fois de suite, avec des bobines de 300 mètres, environ 10 minutes, et sous un angle ou avec un objectif différent à chaque fois. Mais il n'utilise à chaque fois qu'une seule caméra. Si un acteur se trompe ou sort du champ, pas grave, on rattrape au montage son erreur en utilisant le même moment de la scène tiré d'une autre des 6 bobines. Et il n'est pas rare d'ailleurs que Pagnol choisisse comme la meilleure une prise où un acteur hésite ou bute sur un mot. Ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Charpin, qui joue l'oncle, bute 2 fois sur son dialogue, 2 ou 3 fois sur son dialogue, ça s'entend à peine, mais Pagnol préfère sacrifier tout au rythme des échanges de répliques et à la justesse des intonations. Et on connaît tous l'anecdote de Marcel Pagnol dans les années 30 sur le tournage. Lorsqu'il dirige un tournage, Marcel Pagnol se retrouve plus souvent dans le camion de son à écouter les dialogues que sur le plateau à regarder les comédiens. Alors pourquoi cette séquence d'introduction me passionne? Parce que je suis aussi passionné par les débuts de film, par la façon de comment un cinéaste installe un pacte avec le spectateur, ce pacte qui scelle le fait que nous sommes dans une salle de cinéma ou dans notre salon et que nous allons assister à une fiction. Il va falloir y croire. Donc, il va falloir se projeter. Avant qu'il y ait projection, il faut que nous, spectateurs, nous nous projetions dans ce film, nous y croyons un petit peu. Et donc, pour cela, le spectateur a le générique et il a quelques minutes du début où il faut, pour le cinéaste, frapper fort. Et donc, Pagnol, en bon pédagogue, va aller vite et fort. La particularité de cette séance, c'est qu'elle peut être autonome. Elle se regarde très bien toute seule, elle se comprend et elle présente un peu tous les personnages qui vont constituer ce monde de fiction.
Donc, il s'agit pour Pagnol de présenter son personnage principal, Fernandel, le Spuns, dans un univers clos, la boutique ou le magasin, comme dirait l'oncle. Cet univers clos faisant figure de petits théâtres ouverts sur le monde, le village des Acates, par exemple. Et projeter le spectateur dans ce monde, créer un monde de fiction, une copie qui serait une copie du vrai, un lieu clos, mais ouvert sur le monde. Et donc, génie de l'économie narrative de Pagnol, les anchois des tropiques, le village des Acates, Madame Gradiani, etc. Pagnol nous les dessine, nous les fait imaginer, mais nous ne les verrons jamais. Donc, nous restons dans un dispositif très classique, théâtral, où deux acteurs se font face, et deux autres les regardent tels des spectateurs comme nous dans notre salle de cinéma. Et j'aimerais rapprocher un peu ce début du Spuns d'un autre très grand film de Lubitsch, cette fois-ci, qui est The Shop Around the Corner. Donc, pourquoi? Parce que c'est un début les débuts de ces deux films se ressemblent énormément, puisque le film, il y a une même unité d'espace. Ici, pour Lubitsch, le trottoir devant le magasin. D'ailleurs, encore une histoire de magasin, de boutique, un concentré de monde très, très théâtral. Et une même virtuosité des dialogues qui donnent lieu à de véritables joutes verbales. Et donc, voilà, il y a ces deux débuts de film se ressemblent énormément. Ils sont autonomes et ils vont nous faire rentrer dans une autre histoire. On voit aussi là deux images où les personnages ont à peu près les mêmes liens entre eux et les mêmes parfois même dialogues. Voilà, donc dans ces deux films, tout est histoire de mise en scène. Qui est le maître du spectacle auquel le spectateur assiste? Lubitsch, Pagnol, ou plutôt d'un côté James Stewart et Margaret Sullavan, et de l'autre côté Charpin et Fernandel. L'oncle et le futur Spuns mettent en scène, à travers un dialogue époustouflant, la situation comme s'ils étaient déjà des acteurs du film à venir, comme s'ils étaient en pleine représentation, devant la tante et Casimir ou devant nous. Cette séquence d'ouverture, qui se déroule entièrement dans l'arrière-salle du magasin, autour de 4 personnes, va rapidement se transformer en duo, en duel, en jouxte verbal des plus aiguisés. Ce qui frappe d'abord, c'est le quotidien dans lequel nous introduit avec un sentiment d'appartenance immédiat à cette vie familiale liée au magasin. Ça, c'est l'aspect vraiment très documentaire du cinéma de Marcel Pagnol. Ce sont donc les personnages de ces deux films qui font l'histoire, qui la racontent, qui se la racontent. Nous avons dans les deux cas une histoire un peu d'usurpation d'identité ou en tout cas de personnes qui s'inventent un personnage. Et dans les deux cas, une séquence d'introduction qui met en place les différents personnages, mais aussi leur laisse les clés de la narration. Les spectateurs sont les acteurs sont les personnages sont les acteurs, pardon, et les acteurs sont les personnages. Donc, je vais maintenant vous proposer une citation un peu longue d'Éric Rohmer, mais éclairante, je trouve, sur le cinéma de Marcel Pagnol, sauf que cette citation ne concerne pas du tout le cinéma de Marcel Pagnol, mais un autre cinéaste. Je vous laisse peut-être le deviner de quel cinéaste Éric Rohmer parle en 1979. Donc, paradoxe, après ce film, les autres paraissent théâtraux. La volonté initiale de théâtre permet d'échapper à la convention cinématographique. Le film est une longue marche à travers les différentes formes de la convention théâtrale vers l'expression directe, hyper réaliste de la vie. Le rire ici est un rire de spectateur, mais ne se déclenche que lorsque le héros décide lui-même de rire. Spectateur et spectacle se renvoient la balle. Dans presque tous les films on peut voir le jeu de l'acteur à partir d'une outrance, faisant même parfois figure de maladresse, déboucher tout à coup dans le naturel. Quand la mécanique du jeu se détraque, le naturel surgit. L'expression est systématiquement outrée, mais cette outrance connaît des répits.
comme si l'acteur, fatigué de faire semblant, reprenait son souffle, non pas en redevenant lui-même, le comédien, mais en s'identifiant au personnage, de sorte que la crédibilité est renforcée. Le personnage jouant son personnage redevient, quand il ne joue pas, le personnage. Donc cet extrait d'une critique d'Éric Rohmer en 1979, dans la revue Cinéma 79, ne parle pas de Marcel Pagnol, mais d'un autre cinéaste. Avez-vous deviné? Il s'agit de Jean Renoir et du Petit Théâtre de Jean Renoir, le dernier film de ce cinéaste. Donc, je trouve qu'Éric Rohmer, dans cet article, définit toute une tradition du cinéma français. Non pas le naturalisme tant décrié, mais bien le naturel, de Renoir à Rohmer, en passant par Vecchiali ou Luc Moulet. Ce passage du comédien au personnage, cet aller-retour se retrouve dans le dernier de l'extrait proposé, le dernier passage de l'extrait proposé. Vous verrez, voilà, le dernier passage où l'on ne sait plus qui est sur l'écran, Chapin, Fernandel, l'oncle et Irénée. Donc, chez Pagnol, évidemment, c'est cette force du dialogue, de la mise en scène du dialogue qui est très forte. Au seul dialogue est permise la prolixité. Elle témoigne pour le plus grand agrément du public du caractère et des émotions des personnages. Ce sont tous des bavards, des comédiens, des menteurs qui parlent autant pour cacher leurs sentiments que pour les exprimer. Leur faconde est un effet de leur pudeur autant que de leur nature expansive. Par le dialogue, tantôt Pagnol satirise ses personnages, soulignant leur ignorance, leur roublardise, leur mauvaise foi, et là on le voit avec l'oncle et Irénée, et le texte qui sort de leur bouche est alors humoristique, réaliste, et si particularisé qu'on pourrait l'étudier pour sa seule valeur documentaire et ethnologique. Et tantôt, quand ils sont émus ou malheureux, Pagnol les lance dans des tirades dont le lyrisme, animé par un souffle puissant, s'élève alors bien au-dessus du réalisme et du régionalisme. Ces changements de ton, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau chez Pagnol, sont souvent fulgurants. La seconde d'avant, le spectateur riait encore, retenu au sol par la densité et le relief des personnages si concrets, si documentaires, et puis le voilà propulsé dans la poésie et l'universel. Donc un double regard est posé par Pagnol sur ces personnages. Ils sont les figures hautement pittoresques et exotiques d'une fable régionaliste et fortement particularisée qui ne pouvait se passer qu'en un seul petit espace très étroit de la planète. Marseille, l'arrière-pays provençal et le magasin. Ils incarnent aussi des types universels chargés d'exprimer pour le plus vaste public des thèmes éternels tels que le conflit des générations, le contraste entre la rêverie et la plénitude banale de la réalité quotidienne. Aller et retour constant entre le particulier et l'universel sont la marque un peu du cinéma de Marcel Pagnol. Ce qui me plaît énormément également, c'est la création par Pagnol de ce qu'on peut appeler le personnage de cinéma. Chez Pagnol, cinéaste démocratique, n'importe quel petit rôle secondaire a sa chance. Certes, Casimir et la tante n'auront pas beaucoup de dialogue, on les verra dans cette première scène et puis dans la dernière scène du Spoons, mais pour nous, spectateurs, ils existent, ils ont une vie même si elle est à l'extérieur du film. Lors du retour d'Irénée à la boutique, on les revoit avec plaisir, avec cette impression qu'entre-temps, ils ont vécu leur vie de personnage. Un personnage de cinéma, c'est celui qui, entre deux apparitions à l'image, donne l'impression d'avoir vécu, d'avoir pris des couleurs et d'avoir pris le temps. Donc l'extrait que nous venons de voir est à mettre en miroir avec la séquence finale, celle du retour d'Irénée, le Spoons, acteur reconnu qui a maintenant du succès dans le magasin de l'oncle. On y retrouve les 4 acteurs du début, mais très vite un nouveau duel se joue entre l'oncle et Irénée. Et Fernandel, ce qui est très très beau et qui
va peut-être définir le cinéma de Marcel Pagnol et son hyper-réalisme, comme dirait Éric Rohmer, c'est que Fernandel, au moment de retourner dans sa famille, dans son village, à l'épicerie, va choisir d'y revenir avec son habit d'autrefois. Donc, il va aller dans un bar, pas le bar de l'oncle, dans un bar, et il va se préparer. Il va se préparer, changer de costume, se remettre sa petite moustache. On le voit là avec la valise où il va se maquiller, changer de costume, se mettre son ancien chapeau. Et il choisit d'y revenir avec son habit d'autrefois pour, dit-il, retrouver sa famille. Pour cela, redevenir ce qu'il est, pour redevenir ce qu'il est, il doit changer de costume et se maquiller. Donc, je cite les dialogues du film à ce moment-là, qui sont véritablement un peu une définition du cinéma de Marcel Pagnol. Donc, sa femme, Oran de Mazis, « Tu crois vraiment que cette mise en scène est nécessaire ?» Le Spoons. « C'est nécessaire parce que ça me fait plaisir. Tu comprends ? Si je reviens avec toi, dans cette voiture, il me semble que je ne vais plus les retrouver comme ils étaient. Tandis que si je retourne tout seul avec mon vieux costume d'autrefois, si je leur dis pas tout de suite que j'ai réussi, eh bien, c'est plus, sa femme, ce sera plus théâtral. » Le Spoons. « Eh bien, pour un acteur, est-ce que ce n'est pas naturel d'être un peu théâtral ?» Voilà un peu la définition du cinéma de Marcel Pagnol. Et dans la dernière séquence, Irénée et sa femme vont dévoiler l'affiche du dernier film d'Irénée devant sa famille, pour prouver à sa famille qu'Irénée a bien réussi dans le cinéma, que c'est devenu une star du cinéma comique. Et comme une mise en abîme, j'ai retrouvé aussi une ancienne affiche du Spoons. La voici. C'est exactement la même. C'est le visage du Spoons, c'est le visage d'Irénée. Et donc, comme une mise en abîme, il s'agit de l'affiche à peine retouchée du Spoons. On ne sait plus qui on voit dans cette scène. Irénée, Fernandel, le Spoons, le tout dans un même personnage. Alors, pour terminer, et si Pagnol n'avait pas pour seul héritier Rohmer ou Renoir, mais aussi la jeune génération du cinéma français, c'est une hypothèse que je fais, adepte du clash, du dialogue qui fait mouche, de la situation burlesque et surtout du rythme de la séquence. Par exemple, Jean-Pascal Zadi, avec actuellement sa série Carrément Craignos, que vous pouvez voir sur France TV, ou son film de l'année dernière, tout simplement Noir. Jean-Pascal Zadi n'est-il pas le Spoons d'aujourd'hui, à la fois acteur médiocre et génial, mal à l'aise avec son corps et osant tout, bouleversant la narration du film, le mettant en danger, transformant un film de fiction en son regard documentaire, comme avec tout simplement Noir, déstructurant, détruisant, dynamitant, comme Pagnol avec ses routes, le schéma classique d'un film, d'une histoire, intégrant l'art de raconter à l'intérieur même de l'histoire. Voilà, c'était une hypothèse, c'était une question. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci au Forum des images de m'avoir proposé cette intervention sur le cinéma de Marcel Pagnol. Et si vous souhaitez poursuivre un peu la discussion avec Fabien. Merci Frédéric, en tout cas. Donc, merci pour cette riche traversée de l'œuvre de Pagnol et en même temps de ce film. Donc, il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit. Je laisse aussi le public évidemment intervenir. Vous pouvez donc, je vous le rappelle, intervenir dans le chat, dans la conversation là, et vous pouvez soit avoir des réactions, soit poser des questions et demander des précisions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une toute petite question qui est plutôt pragmatique, c'est parce que les affiches sont apparemment beaucoup plu et on se demandait si on pouvait les commander. Donc on n'est pas là en train de vendre des affiches, mais je ne sais pas, les affiches que l'on a vues, c'est vrai en tout cas c'était assez fascinant
en tout cas sur cette dernière affiche, cette mise en abîme entre, je ne connaissais pas du tout cette affiche du Spoons tirée de l'affiche à l'intérieur du Spoons qui donne un petit peu le vertige. Bon, ces affiches, est-ce qu'on peut les commander? L'Institut Jean Vigo Non, est une vous cinémathèque, pouvez, c'est pas, voilà. vous pouvez venir les voler à l'Institut Jean Vigo, dans la salle des affiches, des 60 000 affiches, c'est la salle du bout, des salles des collections, je vous le dis déjà, pour les voleurs, mais non. En plus, là, je vous ai présenté 4 affiches. Il y en a une que nous n'avons pas et qui est à la Cinémathèque de Toulouse. Donc, ce sont des affiches, en tout cas chez nous, uniques, très, très rares. Il n'y a pas eu de réédition, à mon avis. Donc, voilà, si vous les aimez, il faut les voler. Ou aller sur le site Ciné Ressources qui accueille tous les documents sur le cinéma, dossiers de presse, affiches de cinéma, de différentes cinémathèques françaises, la Cinémathèque de Monaco, la Cinémathèque de Toulouse, l'Institut Jean Vigo, la Cinémathèque française. Donc, vous pourrez avoir le plaisir de regarder un peu ces affiches. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut pour vous. Alors, il y a une première question, et moi j'en poserai également après. Donc, est-ce que vous savez où se situaient les studios de Pagnol à Marseille? Non. Désolé, mais voilà, Marcel Pagnol avait quand même beaucoup d'argent et donc il s'était vraiment permis de tout maîtriser, donc d'avoir des studios de développement, imaginons ça aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il a beaucoup hérité de Chaplin là-dessus, de tout vouloir maîtriser à un point ultra maniaque. Mais non, je ne sais pas, mais par contre, il existe à Marseille une cinémathèque installée dans l'ancien château de Marcel Pagnol. Voilà, c'est une petite cinémathèque installée là. Moi, j'avais à la fois une remarque et j'essaie de rassembler mes idées parce que c'est la richesse par rapport au rapport de Pagnol au cinéma, ce qui traverse un peu toute votre analyse. On a l'impression presque d'un rapport ambigu et je ne sais pas où situer le Spoons par rapport à la critique qu'il ferait du cinéma, en tout cas du monde du cinéma. Et c'est vrai que vous l'avez un petit peu parcouru, notamment avec le moment du retour du Spoons à l'intérieur de sa famille. On a l'impression en tout cas que le personnage de Fernandel, quand il est dans la vie réelle, on va dire, en tout cas quand il est son personnage, il joue à être quelqu'un. Enfin, je veux dire, il joue à être quelqu'un dans la vie avec son oncle, etc. Alors que quand il est à l'écran ou qu'il est filmé, ou qu'il doit faire l'acteur, là, on a l'impression qu'il devient le grand naïf pris au piège du monde du cinéma. Et donc tout est complètement inversé à tel point que, comme vous l'avez dit, pour retourner dans sa famille, il est obligé à jouer un personnage, c'est-à-dire à être lui-même. Donc ma question, c'est à la fois une remarque et une question sur... bon, c'est très large, mais quel était réellement non pas le rapport de Pagnol au cinéma, mais est-ce que le Spoons est une critique virulente de ce qu'est le cinéma? Parce qu'on peut estimer que Pagnol lui-même, comme vous le disiez, a donné le bâton pour se faire battre, a produit des films, etc. Mais il donnait beaucoup plus d'importance en effet, au dialogue, ou à l'aspect théâtre filmé. Lui-même a été très polémiste sur le rapport entre théâtre et cinéma. Et j'ai l'impression que du cinéma de Pagnol, on retient d'abord une réplique, une situation, mais très peu de plans, comme on pourrait se souvenir d'un Hitchcock à partir des plans plutôt qu'à partir des intrigues. Donc c'est à la fois une remarque très large, très floue aussi, mais quel est le point de vue du Spoons? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une critique simplement du monde du cinéma, on va dire, tel qu'il existe au début du parlant en France, ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sourd et de beaucoup plus violent de la part de Pagnol vis-à-vis du médium même cinéma, qu'il utilise mais qu'il détourne en même temps? Pardon, alors là c'est très large, mais... Ouais. Je ne sais plus qui disait qu'on se souvient d'un dialogue de Pagnol et on se souvient d'un plan de Bresson. Voilà. D'accord, ben voilà. Moi je dirais que le Spoons, c'est moins une critique du monde du cinéma qu'une lettre d'amour de Pagnol au monde du cinéma. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, une définition de ce qu'est le cinéma pour Marcel Pagnol. Mais c'est vraiment une lettre d'amour parce que toutes les séquences que nous n'avons pas vues ce soir, qui se déroulent sur les tournages, qui se déroulent,
c'est un peu abracadabrantesque, c'est-à-dire c'est le bazar, c'est le bordel tout le temps, et c'est la vie du tournage, et c'est des allers-retours constants entre la vie et la scène. Donc j'ai l'impression que en faisant le Spoons, Pagnol fait presque un documentaire sur les tournages de films aussi, et plus généralement sur le monde du cinéma, ces allers-retours permanents pour les gens qui travaillent dans le cinéma entre la vie réelle et la vie rêvée. Alors, il y a une intervention de Marie-Sylvia Manuel. C'est une intervention, je la découvre en même temps, mais je la partage. Donc, Pagnol, ancien professeur d'anglais, devenu artiste, écrivain, auteur de théâtre qui devint réalisateur, producteur, créateur de studio, très beau parcours. Très tôt, le monde du cinéma assez vaniteux, ses personnages extravertis, ses caractères précis et caricaturaux, le producteur, les techniciens, les vedettes. Pagnol, immense auteur au style magnifique car humain. Voilà, bon, c'était plus un commentaire et une lettre d'amour là au cinéma de Pagnol, mais ça me fait penser justement est-ce que vous pourriez nous éclairer sur il y a eu différentes versions de Pagnol. Quand on sait qu'il y avait une première version qui durait 2h40, qui Oui. est, je crois, aujourd'hui invisible. Il y a eu plusieurs versions. Voilà, qu'est-ce qui explique ces différentes versions du film? Disons que Pagnol, en tant que bon créateur de son Hollywood marseillais, maîtrisait tout, maîtrisait même les agences de vente de films et tout, et donc devait faire comme à Hollywood des previews, et il s'est trouvé que le film était un peu trop long. Il faisait en effet 2h40 et rapidement, tout le monde a conseillé à Pagnol, pour des raisons aussi de sortie de films dans les salles, a conseillé à Pagnol de réduire. Pagnol faisait des previews et il en a fait pour le Spoons. J'ai lu un article là-dessus. Il en a fait dans un cinéma où vraiment on faisait rentrer les gens et au dernier moment on disait on a changé le film. Ce ne sera pas le film pour lequel vous avez vu, mais voilà. Et donc Marcel Pagnol était très intéressé par ces previews, par ces pré-projections, et était très attentif à la façon dont le public, dont les spectateurs riaient. Pour lui, c'était vraiment les moments où le spectateur riait, c'était pour lui très important. Et donc, il faisait installer parfois du son, des enceintes supplémentaires pour augmenter à certains moments les effets sur les spectateurs. Donc on voit que Marcel Pagnol était très attentif aux effets qu'avaient les spectateurs, et donc il pouvait changer un peu le montage d'un film. Donc le film est sorti en 1938, il ressortira en 47 et il ressortira après-guerre. Enfin, il ressortira 2 fois encore. Donc, il aura droit à deux ressorties. Et, pour ne rien vous cacher, quand il ressort après-guerre, les critiques, on l'a vu, hein, que le cinéma de Pagnol n'était pas toujours bien accepté, mais certaines critiques reviendront beaucoup sur le personnage du producteur juif, très attaché à l'argent. Et en 1947, quand le film ressort, ce personnage-là aura un peu de mal à passer. Il y aura de nombreuses critiques là-dessus. Vous avez également parlé des sacrifices que faisait Pagnol au nom pour mettre vraiment en avant à la fois le dialogue et les acteurs. Bon, le Spoon, c'est évidemment un éloge là pour le coup aussi de ce qu'est un acteur de théâtre, un acteur de cinéma. Enfin, avec là la séquence peut-être la plus célèbre en tout cas que l'on connaît, avec la fameuse réplique dite par Fernandel. Tout condamné à mort aura la tête tranchée, si je ne dis pas de bêtises, et voilà, sur différentes humeurs, etc. Donc c'est pratiquement une leçon de cinéma.
et d'actorat. Est-ce que voilà, on connaît la manière dont il dirigeait les acteurs? Enfin, il leur donne une totale liberté. Vous avez dit une seule caméra, ce qui peut expliquer parfois, j'ai l'impression, pas des faux raccords, mais des ellipses Oui. soudaines dans le reste, ce qu'on a parfois reproché d'ailleurs. Enfin, oui, oui, voilà. aujourd'hui, Ouais. peut-être que certains faux raccords qu'on a vus tout à l'heure, peut-être gêneraient parce que c'est pas forcément fluide, mais par contre, le dialogue est fluide et en effet, Pagnol mettait avant tout le dialogue, mettait ça avant tout. Il tenait à ce que les spectateurs, les comédiens respectent scrupuleusement les dialogues. Il n'y avait pas trop d'invention, même si lui-même, Pagnol écrivait, en tout cas le Spunz, il a écrit au jour le jour. Donc voilà, il écrivait vraiment au jour le jour, mais par contre, quand il écrivait des scènes, des dialogues, il tenait à ce que ça soit scrupuleusement vraiment tenu. Et puis, voilà, c'était un cinéaste de l'oreille, puisqu'il se retrouvait très souvent dans le camion de son pour écouter si la scène était bonne. Donc voilà, je pense qu'il répétait aussi, il répétait beaucoup, et voilà. Et puis j'allais dire, un tournage de Pagnol, c'est pas forcément la même chose qu'un tournage avec des comédiens qui se sont jamais rencontrés, qui arrivent de toute la France, avec des techniciens qui se sont jamais rencontrés et qui arrivent pour travailler 12 semaines sur un tournage. Ici, on est dans la famille Pagnol, tout le monde se connaît, tout le monde vit ensemble. Il y a une sorte un peu d'utopie de vie autour de ces studios à Marseille. Et c'est pour ça que je disais que c'est un petit Hollywood. Voilà, les gens travaillent, sont presque salariés de Pagnol à l'année. Et voilà, et Pagnol fait tourner la baraque, fait tourner l'usine et les films Marcel Pagnol en tournant ou en accueillant des tournages. Et tous ces techniciens travaillent ensemble depuis des années, et tous ces comédiens également, donc ils se connaissent par cœur. D'où peut-être la facilité pour Pagnol de cette proximité et cette famille Pagnol. Ça me fait penser, avant de prendre une question qui vient du public, si on sort un petit peu du film, en tout cas, c'est les rapports entre Giono et Pagnol. J'ai pu lire que c'était donc il y a eu beaucoup d'adaptations par Pagnol de romans ou de nouvelles de Giono, où Giono écrivait les dialogues également, notamment pour Angèle. Mais il y avait quand même il y a eu une brouille. Il y a eu Giono reprochant l'aspect pittoresque, on va dire, l'aspect trop terroir des films de Pagnol, alors que lui avait plutôt quelque chose de plus violent, de plus lyrique peut-être, et de plus mythologique, on va dire, dans sa manière de filmer cette région, même si lui était de Manosque. Donc est-ce que voilà, ce reproche du pittoresque, en effet, qui fait peut-être aujourd'hui la qualité, on va dire, ce qui fait que on peut reprocher à Pagnol, voilà, d'être juste quelqu'un qui joue avec des choses un peu simples, de la comédie, l'accent, etc., tout l'aspect du petit monde, du petit monde provençal ou marseillais, ce que lui reprochait Giono. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Est-ce que tout ça, c'est... Mais pardon, et du coup, qui fait que Pagnol est encore là aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas circonscrit finalement à un petit monde. Oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Certes, on part d'un tout petit monde, l'arrière-pays marseillais, la ferme ou le magasin, la ferme chez Angèle, le magasin dans le Spunz. C'est très documentaire, c'est très précis sur la vie quotidienne. C'est de l'ethnologie, et en même temps, la façon dont Pagnol met en scène les sentiments humains, ça devient évidemment universel. C'est pour ça que Pagnol reste un grand cinéaste, c'est qu'on passe de l'intime, du pittoresque, du local à l'universel. C'est cet aller-retour constant dans son cinéma qui en fait un grand cinéaste. Si en effet on ne restait que dans le pittoresque, si on ne dépassait pas ça,
Giono aurait raison. Mais là, Giono a tort. Et de passer du comique, on va dire, au mélodrame, parfois en l'éclair d'un instant, ce qui fait que Fernandel est l'acteur pagnolesque avec Rému, évidemment, mais voilà, c'est un acteur de génie, on le voit au-delà du Spoons, en tout cas. En revoyant, donc moi je connais par cœur la scène que je vous ai présentée aujourd'hui, la scène d'introduction, mais en revoyant la scène finale du Spoons, elle est peut-être encore plus belle que celle du début, parce que là, waouh, on passe du rire pratiquement aux larmes, on a quelque chose coincé ici, parce que l'oncle et Irénée, en fait, ils s'aiment. Oui. Ils s'aiment d'amour. Donc ça, c'est vraiment très beau, alors que pendant tout le film, ils se clashent. Oui. Avec ce thème de cher à Pagnol, de l'enfant naturel, de la filiation, de comment on se reconnaît des enfants ou des parents, et qui fait le mélodrame et toute la beauté de ces films. J'ai une question. Pourquoi Pagnol est-il allé chercher un Alsacien, Pierre Freinet, pour jouer Marius? Alors là, on passe à la trilogie. C'est une bonne question, mais je crois savoir que quand même, Marius et Fanny, il n'a pas eu non plus les mains totalement libres en termes de production. Donc c'est peut-être une réponse à ça. Pour avoir on va dire, un acteur star déjà, et pas simplement se cantonner. Je pense que la production avait besoin de ça, parce qu'il ne faut pas oublier que Marius, Fanny, César, mais au théâtre, c'est un succès énorme, hein. Donc c'est un blockbuster. Donc qui dit blockbuster dit acteur reconnu. Une remarque sur un film de jeunesse surprenant, sans aucune trace d'accent du Sud, Le gendre de Monsieur Poirier. À titre personnel, je n'ai jamais vu. Et pareil, je n'arrive pas à trouver la possibilité de voir ce film. Ah bah alors si Marie-Sylvia Manuel, vous avez un conseil ou une orientation à nous donner pour que l'on découvre enfin le gendre de Monsieur Poirier, n'hésitez pas. Ouais, on se fera un plaisir de découvrir ce film. Je l'ai vu au Ciné-Club il y a 3 ans. Bon, eh bien, on essaiera en tout cas de rechercher éventuellement une copie si un jour on fait un petit focus ou un grand focus Pagnol. Voilà, nous avons déjà, oui, j'allais dire presque dépassé, il est 19h30, donc merci beaucoup en tout cas Frédéric, on pourrait parler encore longtemps évidemment. Merci à vous. Et j'espère que c'est vrai. Essayons de remettre un peu au goût du jour le cinéma Pagnol, de Pagnol, que j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, quand le Forum des images a annoncé ce zoom sur. Il y avait beaucoup de gens qui disaient oh génial, et ils citaient 2-3 dialogues, le robinet de pétrole, des choses comme ça, un talent caché, des choses comme ça. Et puis une personne disait oh là là, vous n'avez rien de mieux que Pagnol, des films qui passent sur TF1 et tout. Bon, j'aimerais beaucoup que TF1 passe des films de Marcel Pagnol, mais peut-être que la personne voulait dire que ça a été énormément montré dans notre enfance, sur, je pense, plutôt FR3, c'est-à-dire que ça passe, la trilogie passait tout le temps. On a été gavé par ça, par ce cinéma de blockbuster français, hein, qui vraiment a agrégé les spectateurs autour d'eux, et puis que peut-être on en a oublié un peu la qualité de ce cinéma, mais écoutez, pourquoi pas, l'important c'est que les gens voient les films de Pagnol et en prennent un grand plaisir. C'est ça, qu'on revoit aussi au-delà de la trilogie, les films devenus un peu plus rares, même en édition vidéo, c'est vrai qu'on souffre d'un manque d'un vrai travail, en tout cas soit de restauration, soit de réédition de l'ensemble des films de Pagnol, notamment de tous ceux des années 30. Donc on espère, et si on peut faire quelque chose au Forum des images autour de Pagnol, un jour, on le fera. On nous cite également Regain comme un film très, très beau, évidemment. Tourné en même temps que Le Spoons. Hein. C'est celui-ci qui est. Voilà. Donc, c'est dire la qualité de ce cinéaste. Alors, encore merci. Donc, il y a plein de merci, de Vive Pagnol,
Voilà, enfin bon, bref, sur le fil de la discussion, je vous laisse en profiter et je vous remercie moi-même. Et j'en profite pour dire que c'était donc le numéro 22 et dernier numéro de ce Zoom sur. Donc c'est très bien de finir finalement avec le Spoons, avec cette mise en abîme, avec ce vertige du cinéma. Donc on reviendra avec Zoom sur la saison prochaine à partir de septembre, mais surtout, comme vous avez peut-être entendu, mercredi, nous revenons en présentiel, comme on aime à le dire maintenant. Donc dès mercredi, nous rouvrons nos portes au Forum des Images, donc dès 15h avec les Demoiselles de Rochefort pour un Ciné Kids. Donc vous pouvez venir même si vous n'avez pas d'enfants, hein, mais avec les enfants, c'est un très beau retour et une très belle réouverture. Et à 17h45, le temps retrouvé de Raoul Ruiz, il me semblait assez symbolique de rouvrir et de se retrouver avec tout ce temps perdu, de le retrouver ensemble à partir de mercredi. Et à partir du 26 février, j'en profite pour vous dire que nous avons notre drôle de festival, donc le Spoons étant aussi à la fois un éloge de ce qu'est le comique et de ce qu'est au cinéma et dans la vie, donc le drôle de festival à partir de mercredi 26 février. Je remercie toute l'équipe du Forum des Images et notamment une nouvelle fois Sébastien et Pauline qui ont permis techniquement et dans le fil de discussion que cette séance se passe bien. Merci pour votre attention. À bientôt dans les salles et sur Zoom sur. Et merci Frédéric. merci, au revoir.